Bonjour et bienvenue dans Récits stratégiques, la guerre asymétrique du Hezbollah au XXIe siècle. Nous avons produit dans un cadre associatif et nous diffusons cette série documentaire en 14 épisodes et presque une vingtaine de hors-séries depuis fin février, sans aucun financement public ou publicité, ni même le soutien d'un groupe de presse ou d'un centre de recherche. Nous espérons que vous appréciez le travail que nous avons effectué, mais vous le savez, rien n'est gratuit. Voilà pourquoi, pour accéder désormais aux épisodes 5 à 14, ainsi qu'aux bonus et hors-séries diffusés à partir de mai, nous vous demandons de nous soutenir en achetant ce documentaire contre la somme de 12 €. C'est le prix de notre indépendance et d'un travail long d'écriture, de recherche, d'entretien, de lecture, de montage et de post-production. Pour ce faire, cliquez sur le lien que vous retrouverez dans les commentaires. Vous aboutirez sur une page de notre hébergeur AudioMeans sur lequel vous pourrez effectuer votre paiement et accéder sur toutes les plateformes à l'ensemble de nos épisodes au fur et à mesure de leur diffusion. Merci et bonne écoute. Для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Le hors-série que vous vous apprêtez à écouter demande une introduction particulière, car il s'agit de la première partie de l'entretien avec le Dr Jawad, un haut dirigeant militaire du Hezbollah que j'ai pu réaliser en septembre 2025 à l'occasion des commémorations de la mort de Hassan Nasrallah, mais également de Hachem Safeddine, dans la banlieue sud de Beyrouth. J'ai pu rencontrer cet homme d'une quarantaine d'années, détenteur d'un doctorat, et avec qui j'ai pu échanger pendant quelques heures, assez librement. Si une partie n'a pas été enregistrée pour des raisons de sécurité, elle m'a aussi permis de mieux comprendre ce qui animait cette génération, au-delà de sa propre personne, qui avait pris désormais les commandes de l'organisation après la décapitation de son état-major. Nous avons par exemple pu échanger sur nos lectures respectives, sur les influences de certains auteurs, sur son parcours politique et militaire. Jawad était donc l'un de ceux qui dirigeaient et organisaient la résistance afin de reprendre la guerre à un moment propice et de la mener d'une manière tout à fait différente que celle engagée après le 7 octobre. Dans cette première partie de notre échange, nous évoquons donc son engagement personnel au sein de la résistance, son parcours ainsi que l'évolution militaire du Hezbollah durant cette phase. Ce sera l'occasion de parler de guerre asymétrique, d'axes de la résistance et des erreurs qui ont pu être commises. Afin de ne pas diffuser sa voix ou de devoir la maquiller artificiellement, pour des raisons de sécurité, ses propos exacts ont été réenregistrés par un acteur palestinien. Bonne écoute. Dr Jawad, merci d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Vous êtes chercheur en questions stratégiques, membre de la résistance islamique depuis les années 2000, et vous êtes aujourd'hui l'un de ses dirigeants militaires. Notre rencontre se fait à l'occasion de la commémoration des assassinats du secrétaire général Hassan Nasrallah dans la banlieue sud de Beyrouth, et je vous interroge dans le cadre d'un podcast sur la guerre asymétrique que mène le Hezbollah depuis sa création, en se posant la question de savoir dans quelle mesure celui-ci a-t-il perdu cette guerre. J'aimerais comprendre votre parcours au sein du Hezbollah et en préambule peut-être pourquoi vous avez accepté cette rencontre. Vous êtes dans une permanence du parti dans la banlieue sud de Beyrouth. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Ce que vous faites en tant que journaliste, en tant que chercheur et en tant qu'acteur politique est bien plus important que ce que beaucoup de nos compatriotes dans le monde arabe font face aux pires crimes génocidaires qui n'aient été perpétrés durant des siècles et des siècles. Votre mobilisation compte beaucoup à nos yeux. C'est un honneur pour nous et au-delà, c'est notre devoir de vous parler et d'expliquer ce qui s'est passé, notamment pendant ces 66 jours. Soyez le bienvenu. On peut dire que l'espace et le temps ici
ont une importance très grande. Nous allons parler de la guerre. Il faut au préalable dire que le dirigeant historique de cette résistance, Hassan Nasrallah, est tombé en martyr à seulement une dizaine de mètres de ce lieu. Une dizaine de mètres, juste un peu plus loin. Et ceux qui ont perpétré ce crime pensaient qu'ils allaient enterrer le Hezbollah dans ce lieu, à ce moment-là. Un an plus tard, presque jour pour jour, nous nous réunissons au même endroit pour vous donner notre récit des faits et ce qui nous est arrivé. Et pour revenir à vous, à quel moment êtes-vous entré dans le Hezbollah, devrais-je dire la résistance islamique au Liban? Et puis, quel va être votre parcours au sein de la résistance jusqu'à aujourd'hui? C'est d'abord à travers l'action estudiantine que je suis rentré au Hezbollah, que ce soit au lycée, puis ensuite à l'université. Et si bien sûr, il y a beaucoup de raisons à cela, on peut dire que l'essentiel fut la volonté de participer à un combat pour la libération, de lutter contre l'oppression. Et c'est une caractéristique de cette région, de ce quartier, la banlieue sud, qui même avant le Hezbollah était déjà un bastion de tous les mouvements de résistance. Mon cas est similaire à celui de beaucoup de jeunes après la libération en 2000 et les succès que la résistance a remportés. Ce moment a joué un rôle important pour nous. La résistance nous a captés et nous avons choisi cette voie pour nous défendre, pour défendre le Sud, le pays, pour exprimer notre aspiration à la libération. Et dans ce parti, nous sommes tous des résistants, car certains sont résistants sur le plan politique, d'autres sont résistants sur le plan militaire, d'autres sont résistants sur le plan de la connaissance, d'autres sont résistants sur le plan du travail, dans les secteurs de la santé, de l'éducation ou autres. Tous les membres de Hezbollah sont des résistants, chacun dans leur domaine. C'est ainsi que fut le début dans Hezbollah. Puis nous avons chacun eu un parcours dans différents domaines. Et là, nous sommes arrivés à la position que nous avons aujourd'hui, à un poste de dirigeant militaire, pour ce qui me concerne. Et, bien sûr, ceci après un cursus universitaire au cours duquel je me suis spécialisé dans les questions stratégiques. Vous avez participé militairement à la libération du Sud en 2000. Vous étiez déjà engagé dans la résistance à cette période-là. Vous avez ensuite participé, bien sûr, à la guerre de 33 jours en 2006, enfin à l'engagement en Syrie auprès des forces syriennes, russes, mais aussi irakiennes et iraniennes, bien sûr, auprès des passes d'Aran. Et vous avez bien entendu vécu sur le front cette guerre de 66 jours en 2024. Pourriez-vous nous expliquer les évolutions tactiques et stratégiques du Hezbollah au cours de ces confrontations? Tout d'abord, ce que vous avez qualifié d'évolution tactique, ce sont en fait aussi des bouleversements stratégiques qui sont intervenus à l'échelle régionale. Et ce sont des étapes d'une évolution qui a beaucoup plus la caractéristique de tournant stratégique que d'évolution tactique. Je vais essayer de faire un descriptif des modalités d'action tactique. D'abord, revenons à l'époque de la création de Hezbollah entre 82 et 85. Nous étions dans une phase où il y avait des cellules séparées les unes des autres. Et les individus n'avaient donc aucun lien entre eux. Personne ne savait qui menait des opérations bien précises et nous menions des opérations de type embuscade. Bien sûr, cette tactique utilisée était liée à la nature de la zone dans laquelle était déployé l'ennemi et à la nature de cet ennemi, mais aussi au type d'armement dont disposait la résistance à cette époque. Nous parlons d'un ennemi qui occupait une zone qui allait de la frontière avec la Palestine jusqu'à la capitale, ou presque. Et donc, il y avait un déploiement militaire important, ce qui offrait l'occasion de mener les attaques contre les patrouilles israéliennes ou des positions de l'occupant. En fait, il s'agissait principalement des tactiques de guérilla, c'est-à-dire des embuscades, des attaques contre des positions, des tirs de roquettes ou des jets de grenades, et en plus des opérations kamikazes, en fait quelques opérations martyrs qui ont été menées à l'époque.
La deuxième phase va de 85 à 2000. Elle connaît d'une part une continuité de ces modes d'opération précédents et durant lesquels de nouvelles tactiques ont été utilisées. Durant cette période, l'ennemi s'est replié vers ce qu'il va dénommer la zone de sécurité. Et il y construit des positions militaires pour lui et pour ses supplétifs, constitués d'agents, de Libanais de l'armée Liban Sud. Ils ont donc construit des positions le long de la ligne de front avec les zones libérées. Des positions situées en hauteur sur des collines qui surplombaient les zones libérées. Dès lors, la tactique utilisée fut des attaques contre ces positions. Les combattants allaient attaquer ces positions en les prenant d'assaut ou en tirant des roquettes. Puis nous utilisions toujours des embuscades contre les patrouilles de l'ennemi qui se déplaçaient d'une position à une autre. C'était l'une des principales caractéristiques de cette période. À la fin de cette occupation israélienne, entre 1997 et 2000, il y a eu une évolution dans les tactiques utilisées. Il y avait une volonté de prendre le contrôle de ces bases, de ces fourtins, et de les faire exploser, c'est-à-dire de détruire ces fortifications complètement. Mais si l'on revient en arrière, j'ai dit qu'il y avait des étapes dans lesquelles on voyait une évolution dans les modes d'action. Par exemple, après l'assassinat de l'ex-secrétaire général Abbas el-Moussaoui, il y a eu un affrontement avec l'armée israélienne qui manœuvrait pour tenter d'envahir. Le récit stratégique est produit dans un cadre associatif à but non lucratif. Toutefois, pour garder notre indépendance, dans le format, la durée, la réalisation et le traitement, nous ne souhaitons pas dépendre de la publicité ou d'un groupe de presse. C'est pourquoi nous vous proposons d'accéder à l'intégralité des 14 épisodes et à la vingtaine de hors-séries ou de bonus en cliquant sur le lien qui se trouve en tête de la description du podcast. Il vous mènera sur une page de paiement de notre hébergeur AudioMeans et contre 12 €, vous pourrez écouter cette série documentaire en intégrale sur un grand nombre de plateformes. Nous espérons avant tout que ce podcast vous plaît et que vous serez nombreux à nous soutenir afin de pouvoir produire une saison 2 sur un autre conflit. Merci.